On est à l'aube de l'élection présidentielle en France et j'avais décidé de ne pas recevoir de politique et je maintiens cette décision. Par contre, je pense que c'est important de parler d'un sujet qui est la démocratie. On a beaucoup parlé pendant ce quinquennat d'Emmanuel Macron d'un passage à une dictature. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Victor Delage, qui est le responsable des études à la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. Ils ont sorti une immense étude sur la démocratie, se sont beaucoup intéressés au sujet. Et donc, on va se poser la question de c'est quoi la démocratie? Est-ce qu'on est toujours en démocratie? Comment se passent ces élections présidentielles? Le rôle du vote blanc? Est-ce que ce vote est complètement plié comme c'est dit un peu partout dans les médias? Et vous allez vous rendre compte que c'est bien plus compliqué que ça, que le vote il n'est pas du tout plié et qu'en réalité on voit bien que le passage de Marine Le Pen au second tour est totalement possible, ce qui est assez, pour moi en tout cas, assez flippant. On va parler des votes contestataires et de la manière dont l'échiquier politique se construit en France. On va aussi se poser la question de savoir si la démocratie c'est un bon système. On va évidemment parler de la Chine, de la Russie, de la guerre en Ukraine. Bref, un épisode d'haute actualité que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Victor. Bonjour Grégory. Ça va bien? Ça va super, et toi? Moi ça va pas mal, merci. On va parler d'un sujet d'actualité, c'est moins qu'on puisse dire, qui est la démocratie. Peut-être une bonne manière de démarrer, c'est de se poser la question de ce que c'est la démocratie. Parce que on en parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est en dictature. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la démocratie ? Tu as raison, la démocratie, c'est vrai que c'est un mot qui nous est à tous familier, qui nous lie en quelque sorte, en France, en Europe et un petit peu dans le monde démocratique, mais qui reste pourtant un objet finalement assez complexe à définir. Alors il y a beaucoup de définitions qui ont été proposées en sciences politiques sur ce qu'est la démocratie. Moi, je pense déjà qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il s'agit d'un système politique dans lequel le peuple est souverain. Tu connais cette fameuse phrase du président américain Abraham Lincoln, qui nous ramène 2 siècles en arrière et qui disait finalement que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et si on suit ce principe, du coup, on peut se dire qu'effectivement, la souveraineté appartient au peuple. Après, moi, je crois beaucoup que le mot démocratie aussi ne se limite pas à cela, parce que, à mon sens, la démocratie peut aussi qualifier une forme de société, finalement. Une société de progrès, aspirante pour l'humanité, ou encore un système de valeurs. Après, si comme tu poses la question sur qu'est-ce que la démocratie, on sait que c'est une question qu'on se pose depuis de nombreux siècles maintenant, et c'est toujours intéressant de replacer aussi d'un point de vue historique un petit peu les choses. Il faut remonter, comme tu le sais, à la cité athénienne pour voir apparaître les racines qui fondent la démocratie autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et tous les citoyens athéniens avaient le droit de prendre la parole et de voter à l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée du peuple citoyen. Et donc, par exemple, si Athènes décidait d'entrer en guerre, il fallait que les citoyens valident cette option. Après, quand je dis citoyen, faut bien sûr prendre un petit peu de recul, bien sûr, parce que les citoyens, ça ne comprenait ni les esclaves, ni les métèques, ni les femmes. Donc déjà, quand tu enlèves toutes ces catégories de population, ça enlève quand même pas mal de monde. Mais on voit déjà que c'est vraiment une problématique qui remonte à très longtemps. Après, plus généralement, dans les sciences politiques, il est généralement admis que la démocratie, sous la forme du régime parlementaire, est apparue au 19e siècle, s'est renforcée au cours du 20e siècle, notamment face au régime totalitaire, parce que c'est à ce moment-là que va apparaître justement l'extension du droit de vote, la multiplication des libertés, la diversification des élections, etc. Du coup, qu'est-ce qui nous lie finalement entre démocratie? À mon sens, le dénominateur commun à tout cela, c'est l'existence d'institutions, c'est l'existence de lois qui visent à protéger des populations de dérives tyranniques, qui peut d'ailleurs s'exercer par une personne, comme on le voit beaucoup actuellement, que ça soit en Chine, mais en ce moment l'actualité c'est la Russie bien sûr, ou par un groupe de personnes. Et à mon sens, toute démocratie doit vraiment disposer de lois qui permettent aux citoyens de changer de gouvernement,
ou de projets politiques, et de manière légale. Ça, pour moi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que le changement se passe par un processus électoral sans recourir à la violence. C'est ce qui nous différencie beaucoup, je crois, des dictatures. Et puis enfin, je crois que c'est aussi intéressant de s'interroger quand on se demande qu'est-ce qu'une démocratie, finalement, sur ce qu'elle n'est pas. Alors, tu as beaucoup de classifications, hein, tu peux remonter à l'Antiquité, il y a la classification d'Aristote, par exemple, qu'on peut utiliser. Et finalement, tu te dis que une démocratie, ce n'est pas un système monarchique, monos, seul et unique. Ce n'est pas un système oligarchique, c'est-à-dire que c'est une petite quantité de personnes qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas non plus une dictature. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les systèmes aristocratiques ou aussi l'épistocratie, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont considérés comme les meilleurs, si tu veux, qui gouvernent. Et ça, d'ailleurs, nous, dans nos enquêtes d'opinion à la Fondation pour l'innovation politique, on le mesure et on voit que au sein d'une partie significative de l'opinion, beaucoup de personnes considèrent que ça devrait être les meilleurs, ceux qui ont le plus de savoir qui devraient nous gouverner. Et c'est d'autant plus inquiétant à mon sens que cette proportion est encore plus importante chez les jeunes générations. Ça fait penser à ces phrases je crois que c'est Platon qui disait c'est pas le pouvoir qui pervertit les gens, c'est les gens pervertis qui sont attirés par le pouvoir, et qui disait que les philosophes devaient gouverner. Exactement. Ça fait penser à ça. Oui, tout à fait. C'est souvent aussi dans les tragédies de Shakespeare. Voilà, on voit que c'est un problème qui remonte à très longtemps, mais qu'on observe malgré tout toujours aujourd'hui dans la société. Alors du coup, j'ai plein de questions parce que en fait, de manière assez étrange, je me demande si le comble de la démocratie, c'est pas d'aller vers la dictature, parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe en Hongrie, quand on regarde ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Grande-Bretagne, alors c'est pas une dictature évidemment, mais aux États-Unis, au Brésil, on est plutôt sur des politiques d'extrême droite qui sont plutôt très autoritaires. Donc on n'est pas dans des dictatures, mais on est quand même pas très loin d'un système qui est encore démocratique. Mais bon, on a bien vu comment Trump avait manipulé les élections. Est-ce que c'est pas le comble de la démocratie d'aller vers la dictature quelque part ? Alors, ce que tu soulèves est tout à fait intéressant, parce que on voit effectivement que quand on parle de démocratie, parler de la démocratie comme d'une démocratie qui est installée en France depuis des années et des années, et celle qui est installée en Hongrie, là, c'est ce qu'on appelle la démocratie libérale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, je crois qu'il faut faire malgré tout très attention à la sémantique qu'on emploie, parce que effectivement, une dictature, on voit ce que c'est aujourd'hui. C'est on est plus proche d'un régime poutinien, ou même de ce qui se passe en Chine, avec l'oppression de certaines minorités, les Ouïghours bien sûr, et puis faut voir comment les citoyens sont dirigés là-bas. Je pense pas non plus que ça soit le cas en Hongrie. En Hongrie, on parle beaucoup de démocratie libérale, ce qui pose problème, parce que effectivement il y a des élections, mais tout ce qui est lié à l'état de droit n'est pas respecté, l'indépendance des médias non plus. Donc c'est vrai qu'on voit que dans un certain nombre de pays, nos démocraties sont de plus en plus contestées, aussi bien dans la manière que le pouvoir a tendance à diriger, et également dans la perception de l'opinion à l'égard de ce qu'est la démocratie. Moi, personnellement, là où je m'interroge sur ce qu'est notre démocratie, sur ce qu'elle devient, c'est sur cette difficulté de l'appréhender et de l'interpréter. D'abord parce que finalement la signification concrète de la souveraineté populaire, on en parlait tout à l'heure, et de son application pratique, finalement elle va beaucoup différer si tu es en démocratie directe, c'est-à-dire c'est le peuple qui vote les lois, les systèmes de référendum, toutes ces choses-là, ou si tu es dans une démocratie représentative. Là, dans ce cas-là, c'est le peuple qui élit des représentants qui votent les lois. Et donc là, on voit bien déjà... C'est le cas en France, même si on voit qu'il y a des tentatives, ci ou là, de démocratie directe, plus ou moins concluantes d'ailleurs. À côté de cela, c'est un peu ce que tu disais aussi, il y a la diversité des régimes politiques
qui se sont revendiqués ou qui se revendiquent comme démocratiques. Donc c'est vrai que au niveau de l'interprétation de ce qu'est une démocratie, on voit bien que ça pose certaines difficultés. Après, une fois qu'on a dit cela, on sait aussi comment finissent les régimes autoritaires. Et je ne crois pas que pour l'instant, en tout cas dans notre période très actuelle, sur le temps court, c'est ce qui se passe au sein de nos démocraties. Tu sais, il y a cette célèbre phrase, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. C'est vraiment l'aphorisme de base qui est inusable depuis des années et des années, qui est tout le temps utilisé. C'est cette phrase qu'on doit bien sûr à Churchill, et qui est d'ailleurs souvent sortie de son contexte, parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour montrer que la démocratie in fine est le meilleur des systèmes par rapport à des régimes autoritaires, mais quand tu sais à quelle période Churchill l'a prononcé, on était beaucoup plus finalement dans un contexte national très politisé, parce que je ne sais pas si ça intéresse ceux qui nous écoutent, mais pour la petite histoire, quand Churchill prononce cette phrase, c'est vraiment un leader qui est déchu. On est en 47 et il est à la Chambre des communes et il considère vraiment que le gouvernement travailliste est en train de diminuer les droits du Parlement en affaiblissant le pouvoir de vote et de veto de la Chambre des Lords. Donc, si tu veux, là, on est vraiment dans un contexte national très politisé qui montre que quand cet aphorisme est utilisé, on est souvent un petit peu hors propos. Moi, il y a une autre phrase que j'aime énormément dans ce discours, dans ce fameux discours, c'est quand il dit « ce n'est pas le Parlement qui doit régner, c'est le peuple qui doit régner à travers le Parlement ». Moi, je trouve que c'est une définition parfaite de ce qu'est la démocratie représentative, de manière très concise, très précise, et c'est vraiment, je crois que je préfère encore plus finalement cette phrase que la plus connue des deux. Et d'où l'importance des élections législatives, non? D'où l'importance des élections législatives, je suis bien d'accord. Alors, il y a cette question de l'abstention qu'on pourra peut-être aborder un petit peu plus c'est tard. la question que j'allais te poser justement, parce qu'en fait, on voit bien que dans l'élection qui se joue, des Français, des citoyens, des citoyennes qui sont perdus, qui sont un peu dégoûtés, qui savent pas très bien pour qui voter et qui finalement soit vont s'abstenir, soit vont voter blanc. Et on sait qu'en France, les votes blancs ne sont pas comptabilisés comme un mouvement en tant que tel. Enfin, ils sont sans doute comptabilisés comme un message en tant que tel, mais ils sont comptés comme nuls. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est très étrange parce que les gens se battent pour la démocratie, mais une fois qu'ils ont, ils peuvent ne pas aller voter. Et on voit bien, on s'attend à un gros taux d'abstention à cette élection présidentielle. Comment on analyse ça? C'est quand même très étrange de dire je veux me battre pour faire ce que je veux, et l'une de mes libertés, c'est de pas aller voter. Donc, quelque part, je renie le droit pour lequel je me suis battu, même si, évidemment, les gens qui votent aujourd'hui ne sont pas ceux qui se battent pour le droit de vote, mais si on pense au droit de vote des femmes, par exemple, c'est pas si loin dans l'histoire, finalement. Tu as totalement raison. C'est même très récent à l'échelle de l'histoire, en réalité. Et pour moi, c'est vraiment un sujet majeur que je trouve même extrêmement préoccupant. Comme tu dis, on verra bien ce qui va se passer au premier tour pour 2022. Mais les prédictions, en tout cas, ne sont pas très bonnes. Et pourtant, comme tu l'as dit, le vote, c'est avant tout la clé de voûte de notre système de gouvernement, de notre régime. Et on peut vraiment s'interroger finalement sur la viabilité de ce système si les gens continuent à participer de moins en moins lors des différentes échéances électorales. Déjà, quand tu fais le constat d'ailleurs de la participation électorale aux différents scrutins, alors ce phénomène n'est pas exclusivement français, on le voit dans d'autres démocraties. Mais quand même, on avait fait ce constat à la Fondapol, quand tu regardes les dernières élections, c'est quand même très préoccupant. Le second niveau d'abstention le plus élevé au second tour d'une élection présidentielle, c'est mai 2017. C'est 25% à peu près. Le record lors des élections législatives, au niveau de cette abstention, c'est 2017 aussi. 51% au premier tour, 57% au second tour. Le record des élections municipales, c'est mars-juin 2020. Et enfin, le record du premier tour des élections régionales et départementales, c'est 2020 avec 67% d'abstention. Bon, je vais pas tout citer, mais on voit effectivement qu'on est sur une tendance très lourde. Pour les municipales, bien sûr, il y avait la crise sanitaire, principalement pour le premier tour, mais on voit en réalité qu'on est dans un phénomène
sur le temps long, qui est beaucoup plus profond. Et nous, si tu veux, on interroge justement les personnes qui répondent à nos enquêtes d'opinion sur les raisons de l'abstention. Et on voit plus qu'il s'agit là d'un désintérêt politique que finalement du sentiment de ne plus pouvoir se situer ni à gauche ni à droite. Et ce désintérêt politique qui est plutôt élevé au sein notamment des jeunes générations, il se combine avec une volonté de protester par rapport au système politique actuel. C'est-à-dire qu'on a énormément de répondants qui nous disent qu'ils s'abstiennent ou même qu'ils votent blanc parce qu'ils considèrent que peu importe la personne qui est élue, ça sera toujours la même politique. Ils nous disent aussi que par l'abstention ou par un vote blanc, pour eux, c'est un acte qui leur permettent de protester contre le système politique. Et enfin, beaucoup considèrent que aucun parti finalement ne représente vraiment leurs idées. Donc on voit bien que là, on est finalement dans une sorte de dislocation, de grand écart entre ce à quoi aspirent les citoyens par rapport à la démocratie et finalement ce que représente le système politique actuel. Il y a énormément de déceptions. Après, ce que l'on avait noté malgré tout, pour être un peu positif, dans une enquête internationale réalisée dans 55 pays, Liberté, l'épreuve du siècle, ce qu'on avait noté, c'est qu'effectivement, les citoyens éprouvent une très forte défiance à l'égard du système politique, à l'égard des partis, qui est gigantesque, à l'égard des institutions, mais néanmoins sur ce qui fonde les démocraties, sur ces valeurs, là on voit qu'il y a une très forte aspiration qui reste très prégnante au sein d'une très large majorité des populations qui vivent dans le monde démocratique. Il y a une très, très forte aspiration aux libertés individuelles, aux libertés collectives. Donc, malgré tout, il faut un petit peu, je crois, nuancer ce tableau. Simplement, je me permets juste d'ajouter que nous avions, sous la demande de Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, avec nos amis de la Fondation Jean Jaurès, nous avions rédigé un vaste rapport sur un petit peu comment lutter contre ce phénomène d'abstention qui ne cesse de s'accroître. Et bon, on avait proposé à peu près 22, je crois 23 pistes de réflexion. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais en tout cas, tout ça est sur notre site pour ceux qui sont intéressés. En fait, c'est hyper intéressant parce que, enfin, moi, j'ai l'impression que la démocratie, c'est une sorte d'acquis pour les gens, même si, et ça serait intéressant, même si tu as défini la démocratie tout à l'heure, beaucoup de gens disent, en raison de l'état d'urgence en particulier, que Macron, c'est la dictature. Ce qui est un peu gênant, parce que dans une dictature, le fait de dire que t'es dans une dictature où, en fait, bah, tu vas en prison, et on voit bien ce qui se passe en Russie actuellement. Exactement. Où tu es empoisonné. Pourtant, oui, voilà, c'est ça. Se passe avec certains oligarques, donc. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, effectivement. Alors, les gens se rendent pas compte de la portée des mots, mais ils se rendent pas compte non plus, je crois, et c'est important de le dire à ce moment-là, de l'incident politique possible, en fait. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui s'est passé avec Trump, personne ne pensait que Trump pouvait passer aux États-Unis, en particulier. Enfin, oui, bien sûr, il y avait quelques personnes qui pensaient, qui analysaient le phénomène, mais les gens qui étaient dans les cercles intellectuels et sur les côtes, ben, ils rigolaient un petit peu, ils le prenaient pas vraiment au sérieux. Et en France, on pourrait sans doute voir la même chose parce qu'en fait, la différence entre Macron et Le Pen, ou en tout cas le vote Le Pen, qui a été très normalisé, aussi en raison de Zemmour, en fait. Est-ce que c'est un risque qu'il faut prendre en considération? Enfin, est-ce que c'est un écueil de la démocratie? Comment tu l'envisages? Alors, je crois que c'est une vraie menace. Je crois pas que ça soit un épiphénomène, ce qui s'est passé aux États-Unis. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du Brésil et de Bolsonaro. C'est un peu la même histoire, même si bien sûr il existe des différences selon chaque pays et selon le système politique. Mais je crois que la France n'est pas du tout à l'abri de cela. Nous, à la Fondapol, on a créé en 2019 un indicateur de la protestation électorale pour justement pouvoir quantifier
cette protestation qu'on a intitulée 2022 le risque populiste. Donc tout est dans le titre, je crois. Et on voit que depuis 3 ans, effectivement, il y a des vraies poches contestataires qui prennent de plus en plus d'ampleur, que ça soit dans l'espace numérisé public, mais aussi on voit bien au sein même de foyers qui sont essentiellement d'ailleurs plutôt localisés dans des petites et moyennes villes de province. Donc je crois que c'est tout à fait quelque chose malgré tout qui nous menace. On parlait de l'abstention. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi beaucoup parce que on a un petit peu théorisé à la Fondapol ce qu'on a appelé le risque d'un accident électoral. C'est-à-dire que, si tu veux, on serait par exemple dans une configuration de second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron. On peut prendre ce cas-là vu que c'est ce qui ressort un petit peu des intentions de vote en ce moment. Et finalement, ça serait Marine Le Pen qui passerait, non pas parce que ça serait une majorité de Français qui l'auraient souhaité, mais parce que beaucoup, notamment des personnes qui votent plutôt traditionnellement pour des partis de gouvernement, à gauche, à droite, auraient décidé de bouder les urnes. Et on voit que ça, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait se concrétiser en 2022, en 2027. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est quand tu regardes cette contestation protestataire dans les urnes. Si tu regardes depuis le début de la Ve République, tu vois que cette courbe ne cesse d'augmenter. C'est quand même impressionnant. Et quand tu regardes par ailleurs, on peut prendre le cas de 2022, mais en 2017, c'était pareil. Quand tu additionnes les candidats populistes, quand tu additionnes leur nombre de voix, ou que tu regardes en pourcentage, on est presque à la moitié de la population, en tout cas des suffrages exprimés, et c'est très important parce que les suffrages exprimés, c'est sans l'abstention ni les votes blancs. Tu vois que effectivement, on a presque un Français sur 2 qui vote pour un candidat populiste. Donc c'est vrai que tout ça, ce sont des signaux, moi, que je trouve pour ma part très inquiétants. Et quand tu regardes d'ailleurs pour 2022 l'évolution des intentions de vote entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, si tu prends les 3 dernières semaines, certes Macron a un moment bénéficié, si je puis dire, même si c'est faire des raccourcis, de ce qui se passe en Ukraine, mais on voit que depuis plusieurs jours maintenant, l'écart se réduit énormément. Il faut pas oublier que Marine Le Pen a cette fois-ci beaucoup de réservoirs de voix chez les populistes, notamment chez Éric Zemmour. D'autant plus que, alors ça c'est mon avis, mais enfin, alors évidemment je dis pas que c'est la réalité, mais on voit l'ensemble des partis de droite, y compris Valérie Pécresse, qui tiennent des idées qui pour moi tenaient de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, comme Zemmour, il a élargi la fenêtre d'Overton, donc en fait, il a été tellement plus loin, tellement plus radical. Quelque part, il a aussi participé à vendre le vote Marine Le Pen très normal. Et puis du coup, on a vu aussi, en raison de cette montée du populisme, des personnes comme Valérie Pécresse aller sur des idées qui, pour moi, historiquement, appartenaient à l'extrême droite. Enfin, je veux dire, j'ai entendu parler du grand remplacement, enfin, qui sont des notions qui sont complètement fallacieuses et qui tiennent historiquement plutôt à des partis d'extrême droite. Et ça, c'est assez choquant aussi, non, à mon sens. On est vraiment dans une hystérisation du débat, de toute manière. Et très franchement, pour ma part, ça c'est ma conviction personnelle, que ce soit à droite comme à gauche, on voit qu'on a des candidats qui ont vraiment du mal à exister politiquement, à avoir des idées concrètes, un projet pour le pays, et qui du coup, à travers des effets d'annonce, essaient de se faire un petit peu remarquer. Ce qu'on constate, c'est que ça ne marche pas, parce qu'on voit bien que notamment ces candidats qui viennent de partis de gouvernement devraient être en haut des sondages, et ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, quand on regarde, moi, ça, à chaque fois, je suis stupéfié par ça. Quand on regarde que ça soit Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, elles sont pour la candidate DLR entre 10 et 12%. Pour Hidalgo, c'est 1, 2, 3%. Moi, je me souviens qu'en 2017, quand il y avait eu les résultats du premier tour, j'étais vraiment choqué devant ma télé déjà de voir le PS
de Benoît Hamon à 6%. Et là, tu regardes aujourd'hui, on est à 2%. Et on pourrait dire pareil pour la droite. Hein. Ce qui est très embêtant à mon sens, c'est que ce sont des partis qui ne sont plus au pouvoir depuis un certain moment maintenant et qui n'ont pas réussi à reconstruire une doctrine, à avoir de nouvelles idées, un projet, à avoir des leaders forts aussi pour incarner leur parti. Et on voit que c'est tout ce qui manque aujourd'hui. Et par rapport à ce que tu disais sur finalement le fait que il y a eu cette fenêtre qui a été ouverte, c'est Raphaël Lorca qui en parle très bien dans son dernier livre. On voit que effectivement les candidats ont de plus en plus tendance à finalement avoir des idées radicales parce qu'ils ont le sentiment que c'est que par ce type de déclaration qu'ils vont exister. Très franchement, on pourrait dire pareil, je crois, hein, de Jean-Luc Mélenchon, ou même moi quand j'entends par exemple Yannick Jadot parler du fait qu'il faut arrêter d'importer du gaz russe et qu'il faut pas de nucléaire pour autant, j'ai envie de lui demander mais comment fait-on ? Comment fait-on pour chauffer ? Comment fait-on pour se déplacer ? Enfin, on est finalement dans des propositions qui sont totalement loufoques, irréalisables, et les Français le voient totalement ça, parce que nous, dans notre enquête là qu'on vient de publier, on a une très large majorité de Français qui estiment qu'il n'y a pas de campagne et que ce qui ressort de cette campagne, finalement, ce sont des idées qui sont totalement irréalisables et qu'on ne pourra pas appliquer lors des 5 prochaines années. Donc les Français ne sont pas du tout dupes, et c'est aussi pour ça que je suis très inquiet de cette abstention. Alors, je voudrais juste souligner à ce moment-là, parce que on a beaucoup parlé de Marine Le Pen, mais je voudrais juste dire que c'est pas parce qu'on vote Marine Le Pen qu'on est nécessairement raciste non plus. Enfin, c'est un vote, comme tu l'as précisé, qui était contestataire, et c'est important de le dire parce que ça me semble essentiel. Tu as raison. Mais tu as raison. Néanmoins, ce qui est intéressant, et tu parlais tout à l'heure de limiter l'abstention et le vote blanc, est-ce que l'une des manières de lutter contre ça serait pas d'intégrer, parce que c'est pas le cas en France, de comptabiliser le vote blanc comme un élément qui, à un moment donné, pourrait faire annuler l'élection ou la reporter d'une manière ou d'une autre? Moi, ça, personnellement, je n'y crois pas forcément, parce que c'est vrai que, effectivement, c'est une idée, hein, c'est une idée, et il faut avoir des idées aujourd'hui. Très franchement, quand on voit effectivement cette abstention qui ne cesse de croître, peu importe les scrutins, il faut proposer des idées. C'est pour ça que tout ce qui est démocratie directe, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais c'est intéressant d'en discuter. Il y a aussi la question du vote obligatoire, la question du vote électronique, toutes ces choses-là qui sont mises sur la table. Et je crois que voilà, c'est malgré tout nécessaire d'en discuter, parce qu'on ne peut pas à chaque scrutin s'apercevoir qu'on a 5-6 points de plus d'abstention. Sur le fait de comptabiliser le vote blanc, moi je n'y crois pas trop, si tu veux, parce que je crois plutôt au réenchantement de la politique, c'est-à-dire avoir des candidats ou des partis politiques qui donnent aux citoyens envie d'aller voter. Je crois que ça passera plus par là, notre salut, que par le fait de se dire finalement les Français sont allés voter et on reporte l'élection, on annule l'élection. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait après ça, si tu veux? Je vois pas comment on pourrait sortir de cette crise et de ce délitement démocratique en passant par cette solution. Ça, c'est ma conviction. Ok. Une autre question qui me semble importante, c'est le fait de perdre sa souveraineté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit des ingérences. Alors, on a vu, bien sûr, l'ingérence de Facebook, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas la manipulation des gens à travers les réseaux sociaux. Mm-hmm. Mais on a vu aussi des choses qui sont passées en Allemagne. Comment on gère cette ingérence? On a beaucoup parlé de l'ingérence russe, aussi en France. On sait qu'il y a des liens assez forts, malgré tout, entre... j'ai oublié son nom, mais cet Américain qui a participé au Brexit, oui, et qui est très lié à la Russie et qui est très lié à Marine Le Pen. Qui a son média. Voilà, exactement. Son nom m'échappe également. Bon, voilà. Bon, c'est pas très grave. Mais il y a des ingérences qui se font dans la politique française. Est-ce que d'ailleurs, la démocratie, c'est compatible avec les réseaux sociaux? Et une autre question qui est associée, est-ce que la démocratie, ça veut dire de permettre à n'importe qui de raconter n'importe quoi
comme le fait de laisser penser qu'il puisse y avoir 30% de musulmans en France, ou de parler de grands remplacements alors que c'est très très loin des chiffres et qu'il y a évidemment pas de grands remplacements, ça n'existe pas. Alors que du coup, est-ce que démocratie et réseaux sociaux, ça peut aller ensemble? Et de deux, est-ce que la démocratie, ça veut dire d'accepter que les gens disent n'importe quoi dans les médias, quitte à manipuler les gens? Sur la question des ingérences, c'est un sujet majeur. D'ailleurs, beaucoup de Français vraiment redoutent ce phénomène, même pour le premier tour de l'élection présidentielle. Hein. On a plus de la moitié des Français qui craignent que l'État russe va tenter, soit par la diffusion de fausses informations, soit par des tentatives d'espionnage, essayer d'influencer le vote. C'est vrai que c'est un sujet fondamental à mon sens, parce que on voit bien que ce soit la Russie, mais aussi la Chine et la Turquie, ce sont des régimes autoritaires qui tentent de plus en plus de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Et cela est encore rendu plus facile finalement par nos démocraties qui sont par nature des régimes ouverts. Donc c'est plus simple, si tu veux, d'aller les espionner, de troubler le débat public par la production massive de fausses informations, et d'essayer d'agir pour soutenir soit des mouvements protestataires ou soit des candidats qui seraient plus ou moins proches de ces régimes autoritaires d'un point de vue idéologique. Et derrière tout cela, si tu veux, il y a bien sûr le but de peser sur le résultat d'une élection, mais aussi, et c'est ce qui est peut-être encore plus terrifiant, c'est cette volonté d'affaiblir la démocratie au regard de ses propres citoyens et de la discréditer en quelque sorte aux yeux du reste du monde, pour montrer finalement que le temps est désormais celui d'un monde à la main des puissances autoritaires. D'ailleurs, on voit bien que cette crainte d'ingérence, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé dans le débat public. Sur le premier tour, sur l'élection présidentielle française, on a 58% des personnes interrogées dans notre dernière enquête qui pensent que l'État russe tentera donc de perturber cette élection présidentielle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on leur demande: vous pensez que l'État russe va tenter de favoriser quel candidat? 45% pensent que ça sera Marine Le Pen, 40% Éric Zemmour et 20% Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit bien que là, on est vraiment proche de candidats populistes, poutinistes, même si ils ont un peu changé leur braquet ces derniers temps, mais fondamentalement, voilà, on est d'accord. Donc on voit bien que cette inquiétude est largement partagée. Après, sur la question des réseaux sociaux, qui rejoint d'ailleurs un petit peu la question de la communication politique, je crois, parce que aujourd'hui, comme tu le sais, bien sûr, la communication politique passe par les réseaux sociaux. Je pense que il y a deux choses, moi, qui m'interpellent et qui m'inquiètent, même si je veux pas non plus être infligeant avec en ayant que des idées sombres, mais finalement, déjà, quand on regarde la transformation de l'espace public et médiatique, on voit que finalement, ces nouveaux médias, ces réseaux sociaux, sont venus contester la légitimité des médias traditionnels. Et face à cela, on le voit bien, nos politiques sont vraiment déboussolés. Ils savent pas vraiment quoi faire. D'ailleurs, une grande partie des décideurs politiques, comme on le disait tout à l'heure, semblent à chaque fois chercher l'effet d'annonce, à faire parler d'eux sur un point précis pendant 1 ou 2 jours, jusqu'à ce qu'on passe à un autre sujet. Moi, à mon sens, ce sont un peu les externalités négatives de cette société du buzz vers quoi se dirige de plus en plus notre système politique. Et tout cela, d'ailleurs, est extrêmement documenté. Et l'autre point sur la communication politique et sur les réseaux, et ça, je trouve ça peut-être encore plus intéressant, c'est finalement de réfléchir à la question de la maîtrise du temps, qui est une caractéristique essentielle dans la communication. Et finalement, de quelle manière les pressions du temps, de l'immédiateté, viennent impacter directement notre système démocratique.
alors qu'on vit, on le voit tous les jours, il y a énormément de bouleversements à l'échelle du monde. Il me semble que nos politiques devraient avoir une vision à long terme, une capacité à définir un horizon, si tu veux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux et plus globalement, la numérisation de l'espace public rend presque impossible l'inscription de la politique démocratique dans le temps long. Donc on voit que cet impact des réseaux sociaux sur notre système démocratique, où finalement chaque citoyen a la possibilité de s'exprimer, ce que moi personnellement je trouve très bien, mais conduit finalement nos gouvernants à devoir finalement se comporter de manière exemplaire et être sous la sentence de dizaines de millions de personnes qui peuvent les interpeller directement via les réseaux sociaux, ce qui me semble moi extrêmement difficile pour gouverner un État. Et en fait, je voudrais juste préciser quand même, parce que je suis pas certain que tout le monde soit bien au fait de la manipulation par les réseaux sociaux, mais on ne peut pas la prouver parce que c'est ça qui est compliqué. Parce que comme ce sont des messages publicitaires qui sont ciblés à des populations qui peuvent aller jusqu'à, en fait, on peut détailler jusqu'à une personne, c'est-à-dire qu'on pourrait cibler une personne en particulier. Donc on peut cibler, enfin, il y a tellement de manières de cibler à travers ces réseaux que, en fait, on est incapable de voir et donc on peut pas suivre parce que ça dure jamais très longtemps. Donc on n'a aucune possibilité de s'en rendre compte. Et il y avait une notion que j'avais déjà abordée sur un épisode, mais il y a très longtemps. Je sais pas si tu es familier avec, qui est l'astroturfing. Non. Je vais l'expliquer en 2 minutes. En fait, l'astroturfing, c'est en fait l'idée de dire que quand un parti, et c'est le cas de l'extrême droite évidemment, est extrêmement organisé sur les réseaux, en fait, on prend un fait divers. J'en sais rien. Enfin, si on prend l'extrême droite, on va dire, histoire d'être un peu caricatural, un arabe qui vole une pomme, qui est un élément qui n'a strictement aucun intérêt. Mais à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui le tweetent, qui le retweetent, ça devient un trending topic. Donc ça monte sur Twitter. Ça fait en sorte que ça devient une news dans un média local. Donc le média lui-même est manipulé. Derrière, il y a sans doute un politique local qui va vouloir se positionner parce qu'il va vouloir faire son petit mot. Donc il va vouloir se positionner sur Twitter également. Ça derrière, ça va générer du buzz, entre guillemets. Et puis d'un coup, on va avoir cet arabe voleur de pommes à la une du Figaro ou de n'importe quel autre grand média. Et ça, c'est l'astroturfing. C'est une méthode qui est largement utilisée, et on le sait, par les extrêmes droites, enfin par les extrêmes de manière générale, qui sont bien organisés sur Internet. L'équipe de campagne de Zemmour l'est énormément là-dessus. Ouais, complètement. Et ça, c'est typiquement une manipulation totale des médias, mais ceci une manipulation totale de la démocratie. Parce qu'en fait, si on fait remonter des informations comme ça, qui sont en réalité sans intérêt, alors évidemment, un arabe qui vole une pomme, c'est caricatural et tout le monde peut s'en rendre compte, mais sur des informations qui sont plus nuancées, du coup, ça bouge complètement. Enfin, on voit bien les Français qui pensent que la sécurité, c'est le problème majeur de la France, alors qu'en fait, il y a absolument aucun problème de sécurité en France. C'est très étonnant que ça devienne le sujet versus, par exemple, la problématique écologique qui représente, je crois que c'est 2% du débat politique et qui est pour le coup le plus grand problème de l'humanité. Enfin, c'est très étrange en fait. Et ça, c'est lié, et c'est pas que lié évidemment à l'astroturfing, mais on voit bien qu'il y a un déplacement, et ça, c'est lié aux réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça que je te pose la question de la démocratie versus les réseaux sociaux. Je comprends, et c'est un outil aussi redoutable pour décrédibiliser ses rivaux lors d'une campagne présidentielle. Ça, on le voit beaucoup, même dans cette campagne française. Comme tu dis, des messages qui sont tweetés, et après on a toute l'équipe de campagne, tous les réseaux qui retweetent le message, sans forcément y adhérer d'ailleurs. Ça arrive en top tweet, et après c'est quelque chose qui est largement partagé. Il y a même des faux comptes d'ailleurs qui retweetent ça pour faire monter un peu le buzz. Donc, mais c'est vrai que cette question des réseaux sociaux et de la démocratie est fondamentale, et moi, les plateformes numériques, principalement les big tech d'ailleurs, elles acquièrent un pouvoir que je trouve très problématique. Quand tu vois que ces compagnies installent et contrôlent à l'échelle du monde une sorte de nouvelle architecture de communication et d'échange des savoirs, sans que la puissance étatique puisse la réguler. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment d'extrêmement préoccupant. Et la question que je pose, c'est que deviennent les démocraties si les législations émanant d'assemblées élues sont impuissantes à réguler les libertés?
Que deviennent les démocraties si le pouvoir de garantir nos libertés passe furtivement des parlements aux mains d'entreprises qui jouissent en plus d'une position monopolistique. Donc on voit que là on a des gros problèmes. Je pense que à l'échelle de l'Union européenne, il y a des choses qui sont en train de passer. J'espère que ça ira dans le bon sens. Mais c'est vrai que cette interrogation sur la compatibilité entre d'un côté les réseaux sociaux, l'immédiateté de l'actualité et finalement le fait de pouvoir gouverner avec une vision sur le temps long, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et bien plus difficile aujourd'hui que par exemple de gouverner il y a 15-20 ans. C'est pour ça qu'on critique très souvent nos élus. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un livre de Chloé Morin qui est sorti récemment justement pour montrer que effectivement parfois on a aussi les élus qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire que on leur demande énormément. On a vraiment le désir qu'ils puissent répondre à tous nos soucis du quotidien, parce qu'on a maintenant la possibilité de les interpeller directement, bien sûr dans la rue, à leur permanence, mais aussi via les réseaux sociaux. Mais malgré tout, je crois que parfois qu'on en attend un petit peu trop d'eux. Et alors, j'ai une question qui peut sembler un peu perturbante, mais en même temps, je me la pose vraiment. La démocratie, c'est un régime, tu l'as dit toi-même, qui a été mis en place finalement depuis le 19e siècle, c'est assez récent, mais qui a vu de manière démocratique l'élection de Adolf Hitler, par exemple. Juste pour mémoire, hein, il a essayé de faire un coup d'État, mais c'est pas comme ça qu'il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir de manière démocratique. Est-ce que la démocratie, c'est un système qui fonctionne? Enfin, c'est une vraie question parce que quand on voit les urgences, et on parle beaucoup de régimes autoritaires verts, est-ce que, pas que j'y sois favorable, mais il y a une question que je me pose vraiment fondamentalement. Est-ce que la démocratie, ça marche? Est-ce que finalement on peut se dire que, ou plutôt, est-ce qu'on peut pas se dire que 200 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est comme un point de détail, et que ce qu'on en retire, ou même si on reprend depuis les Grecs, donc on va peut-être pas partir sur l'histoire de l'humanité sur l'intégralité, mais en fait, est-ce que vraiment ça fonctionne? Parce que ça a généré la Seconde Guerre mondiale, c'est pas forcément, ça a aussi généré la paix pendant une période assez longue, entre 1945 et, enfin, en Europe, hein, évidemment, où disons, juste pour mémoire, il y a quand même pas mal de guerres en parallèle dans le monde, mais en Europe, ou en tout cas dans les pays occidentaux pour élargir, entre 45 et maintenant. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que finalement on peut pas se dire, on a essayé pendant 200 ans, et en fait le constat c'est que ça marche pas très bien. Est-ce que ça ne marche pas très bien? Je sais pas. Est-ce qu'on est dans une période de l'histoire qui est extrêmement mouvementée? Ça c'est sûr. Quand tu prends à peu près les 10 dernières années, entre la crise financière économique 2008-2009, crise migratoire 2015, ce qui s'est passé notamment en France, mais dans d'autres pays européens, au niveau du terrorisme islamiste, plus récemment la crise sanitaire, bien sûr la crise écologique, qui, comme tu l'as rappelé, est un enjeu majeur de ce siècle. On a l'impression finalement de vivre dans un état perpétuel de crise qui s'enchevêtrent en plus, qui ne s'enchaînent pas les unes aux autres, mais qui s'enchevêtrent. Si on prend la crise sanitaire et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et qui concerne directement les démocraties occidentales, on voit bien qu'on est là-dedans. Tu sais, tu connais cette thèse qui annonçait la fin de l'histoire, qui a été théorisée au début des années 1990, au moment où... Tu peux expliquer le principe de la fin de l'histoire, parce que... Non, bien sûr, c'est effectivement au moment où le bloc soviétique s'effondre, où le mur de Berlin tombe, on considère, certains théoriciens, notamment Fukuyama, considèrent que finalement, ce sont des démocraties libérales qui vont s'imposer comme le système classique pour l'ensemble des pays, que c'est ce système politique qui va peu à peu finalement devenir quelque chose de presque normal pour les différents pays du monde, et tout cela accompagné d'une mondialisation heureuse. On peut dire 30 ans plus tard que effectivement, si ça a peut-être duré un temps, on est très loin de ces prédictions. Moi, c'est plutôt même l'inverse que l'on peut constater. Quand tu regardes l'état de la démocratie dans le monde, on peut pas dire qu'elle se porte bien. Dans cette étude que je mentionnais tout à l'heure, Liberté, l'épreuve du siècle, on fait l'état justement de la démocratie dans le monde. On voit que
c'est plutôt très inquiétant. Il y a aussi Freedom House, qui est une organisation non gouvernementale américaine, qui est très reconnue pour ses travaux, et qui, sur les 41 pays régulièrement classés libres entre 1985 et 2005, elle montre que 22 d'entre eux, soit plus de la moitié, ont enregistré des baisses sensibles de la liberté au cours des 5 dernières années. Je pense aussi au discours de Biden. Je ne sais pas si tu l'avais entendu lorsqu'il avait organisé fin 2021 son sommet des démocraties, qui réunissait un peu plus de 100 pays. Et déjà, il disait que la démocratie, en gros, se trouvait confrontée à des défis compliqués, préoccupants, et que les tendances à l'œuvre semblaient s'orienter dans une mauvaise direction. Après, malgré tout, je pense que c'est par la démocratie que les citoyens peuvent s'émanciper, que le progrès est permis. C'est par la démocratie que les citoyens qui sont en désaccord peuvent se mettre d'accord, ou tout du moins rester en désaccord sans que cela amène à des affrontements frontaux. Je crois que c'est aussi par la démocratie, finalement, que lorsque l'on estime que le système politique, que nos gouvernants, que ceux qui nous représentent ne sont pas à la hauteur, finalement, des enjeux, c'est par ce système-là qu'on peut justement les changer. Quand tu compares les autres systèmes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il n'en existe pas non plus des centaines, monarchie, oligarchie, tyrannie, épistocratie, on en a un petit peu parlé aussi. Je ne suis pas sûr que ces régimes-là fassent plus rêver. Alors certes, si tu prends le modèle chinois, qui est à la fois passionnant et terrifiant à étudier, et efficace, on peut pas dire l'inverse. Et efficace, et c'est très juste ce que tu dis, et ça on le mesure même au sein de l'opinion du monde démocratique. C'est-à-dire que quand tu interroges les citoyens, par exemple en France, t'en as 1 sur 2 qui considèrent que ce type de régime autoritaire est bien plus efficace qu'un régime démocratique pour traiter une crise, comme la crise sanitaire par exemple. En France, on était à 51%, me semble-t-il, de mémoire. Donc tu vois qu'effectivement, cette petite musique, malgré tout, fait son chemin au sein même des démocraties. Après, je crois qu'il faut aussi relativiser cette efficacité, qu'il faut pas oublier que cette nouvelle Chine, finalement, elle prétend pouvoir accomplir la démocratie authentique dans la construction d'une démocratie socialiste aux caractéristiques chinoises, qu'elle oppose d'ailleurs beaucoup à la démocratie américaine. Mais finalement, quand tu vois les tenants et les aboutissants de ce type de régime, je ne suis pas sûr que ça soit un modèle qui soit très viable à long terme. On l'a beaucoup dit, certes, les conditions de vie des Chinois s'est largement améliorées depuis une vingtaine d'années, mais le jour où ça ne sera plus le cas, le jour où il y aura moins de croissance, est-ce que ça sera tenable ? J'en doute aussi. Je ne suis pas sûr que ça soit un modèle qui soit très périn non plus. Après, ils ont une culture qui est tellement différente parce qu'ils ont un modèle collectiviste alors que nous, on est dans un modèle individualiste. Et ce qui est le problème, c'est on n'arrive pas très bien à comprendre parce que si on n'a pas la culture, et moi personnellement, je l'ai pas, en tout cas pas suffisamment pour comprendre la culture chinoise, du coup, on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne non plus. Mais sachant, et tu l'as dit, que on va vivre des crises multiples, moi je pense qu'on tombe dans une période de chaos là maintenant, dans les années à venir, je veux pas être trop pessimiste, mais moi non plus, mais pour le coup, c'est clair que entre la crise du vivant, beaucoup plus que la crise écologique d'ailleurs, la crise de l'énergie, la crise politique, la crise économique, la crise financière, la crise sociale, etc., la crise sanitaire, la guerre. On rentre dans la guerre effectivement, qui est une des conséquences de ces crises d'ailleurs, parce que la crise énergétique. Est-ce que justement, ça va pas appeler ou amener les gens à voter, parce que par peur aussi, parce que quelque part, pour des régimes, soit pour des régimes autoritaires, parce que plus efficaces, soit pour des régimes radicaux, populistes, finalement, je pense Mélenchon, Le Pen, Zemmour, parce qu'en fait, ils ont des réponses faciles, parce que les gens ont peur, et ils ont des réponses faciles, je dis pas qu'elles sont bonnes, mais des réponses faciles à des questions qui sont réelles. Est-ce que ça va pas entraîner encore plus cette situation-là, simplement? Par la démocratie, Et c'est là où on se repose la question de la démocratie, évidemment.
C'est ça le risque, mais c'est aussi les caractéristiques du modèle démocratique, c'est-à-dire que comme les citoyens sont libres de s'exprimer, ils ont aussi le droit de se tromper, si je puis dire. Ce qui est certain, c'est que c'est plus qu'un risque, hein, c'est ce qui se passe maintenant depuis des années et des années. Quand tu regardes et quand tu additionnes, comme on disait tout à l'heure, le vote populiste en 2017 et que tu le compares aux années 60-70, il y a des différences gigantesques. Hein. Si tu prends que la protestation électorale, c'est-à-dire le vote populiste, le vote blanc, nul et l'abstention, si tu additionnes les suffrages en 74, tu es aux alentours de 20% de protestation électorale. Si tu prends 2017, tu es à 60,9%. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de 6 citoyens, on a plus de 6 citoyens sur 10, je vais y arriver, qui ont soit voté pour un candidat populiste, soit se sont abstenus, soit ont voté blanc ou nul. Donc, on voit que c'est en plus de 40 ans, on est sur un quotient de x3. Donc, on peut avoir le sentiment qu'on s'y dirige petit à petit. Est-ce que, je pose la question, hein, je n'y suis pas du tout favorable, mais est-ce que finalement, si un jour un leader populiste arrivait en France, gouvernait pendant 5 ans et que finalement on s'apercevait que beaucoup de choses qui ont été dites soit ne sont pas réalisables, soit étaient uniquement électoralistes, est-ce que ça ne serait pas finalement aussi dans l'ordre des choses d'une démocratie? Je m'interroge parce que on a souvent des cycles qui se répètent. Quand tu prends nos voisins européens, par exemple, où il y a des populistes qui ont gouverné, si tu prends l'Italie, typiquement, avec Salvini, tu vois aujourd'hui que voilà, il n'est pas resté très longtemps en place et qu'on a un gouvernement qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et on a le sentiment que les choses se passent mieux, même pour les partis de gouvernement qui étaient extrêmement contestés il y a 2-3 ans de cela et qui aujourd'hui sont fortement remontés dans les intentions de vote. Alors, il y a cet exemple-là, mais quand tu regardes l'exemple des États-Unis avec Trump, qui à mon sens est du même acabit, alors peut-être que je me trompe, finalement, Trump, il est toujours très populaire et très fort aux US. Et bien qu'on ait pu se moquer de lui depuis l'Europe ou depuis les côtes américaines, la réalité, pour les Américains, c'est que l'élection lui a été volée, c'est que... Enfin, voilà. Pour une partie des Américains. Ouais, pour une partie des Américains, je crois que c'est pas complètement impossible qu'il soit élu aux prochaines élections américaines. Parce qu'il a le droit de se représenter. Et il a quand même nourri un sentiment très fort. Mais je suis d'accord, c'est peut-être un mal nécessaire. C'est une vraie question. Mais ce qui est certain, c'est que quand on dit que l'élection en France, elle est pliée, en fait, elle est pas pliée du tout dans ce que tu décris. Ah non, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Tu prends le cas de Trump, je suis d'accord. Hein, il y a la possibilité qu'il remporte une autre élection est forte à mon sens. Néanmoins, tu vois qu'il a fait son mandat. Et que c'est Biden qui a été élu. Il n'a pas été réélu. Même si quand tu regardes en nombre de voix, il a eu plus de voix que lors de la première fois où il s'était présenté. C'est quand même un candidat, on va dire, avec plus d'expérience, un candidat d'un parti de gouvernement qui est, voilà, même s'il est critiquable sur certains aspects, se rapproche beaucoup plus de ce qu'ont pu faire ses prédécesseurs américains comme Obama, qui a été élu. Donc, je crois aussi, moi, à ce genre de cycle, parce que on a peut-être aussi tendance, quand on vit, malgré tout, dans une société, on a beaucoup d'avantages, soyons francs, en tout cas, c'est ce que je pense, par rapport à des régimes autoritaires. On prend peut-être l'habitude, finalement, de bénéficier de tous ces privilèges, on en veut toujours un peu plus et finalement quand nos envies ne sont pas forcément ne donnent pas suite à ce qu'on espère, on voit que la population est de plus en plus exigeante à l'égard de nos gouvernants et que ça conduit à des tensions, que ça conduit à des populations qui sont de plus en plus fragmentées. Il y a un livre de Jérôme Fourquet qui explique très bien ça, l'archipel français, qui montre à quel point finalement, au sein de notre pays, on a
beaucoup de communautés, beaucoup de personnes qui effectivement ont leur vie quotidienne, ont leurs habitudes au jour le jour, mais finalement ne se reconnaissent pas dans un ensemble, dans un tout national, si tu veux. Donc effectivement, quand tu vois toutes ces évolutions, parfois, je crois que on peut se dire, ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Italie, ça a été le cas dans d'autres pays où les populistes sont arrivés au pouvoir. Ce que l'on observe, c'est que quand il y a des élections qui suivent, ce sont rarement les populistes, ces mêmes populistes qui sont réélus. Et alors, la question derrière, parce que je pense que le sentiment général, c'est que c'est la faute des politiques traditionnels, on va dire, de faire des promesses qui tiennent pas, etc., etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point les Français sont attachés aux politiques. Enfin, je dis les Français, enfin, je pense que c'est plus large, en pensant que les politiques ont vraiment le pouvoir, alors qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Il y a beaucoup d'attentes et en même temps beaucoup de... Enfin, c'est très étrange cette situation. En fait, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de rejets en même temps. Et la question, c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas des politiques qui soient sincères? Et en même temps, comme le dit Orelsan, bah du coup, toi, t'es allé à son concert, non? Ah non, je suis pas allé au concert, je fais pas partie de cette population-là. D'accord, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça. C'est clair. Mais j'en fais pas partie. Mais je connais les chansons malgré tout. Et effectivement, s'ils étaient sincères, personne ne voterait pour eux. Je me demande dans quelle mesure c'est pas la faute du politique, bien sûr, des personnalités politiques, disons. Et en même temps, est-ce que les gens sont pas perdus dans cette idée de vouloir toujours plus, alors qu'en fait la réalité qui vient devant nous, c'est qu'on va avoir toujours moins. Enfin, je sais pas toujours moins, mais en tout cas, on va pas pouvoir être sur une tendance croissante sur les années à venir, on va dire. Moi, je suis plutôt de cet avis en fait, parce que effectivement, quand tu regardes un petit peu la défiance des Français à l'égard du système politique, des institutions, elle est très élevée. Hein. Elle est élevée dans d'autres pays du monde démocratique, mais elle est particulièrement élevée en France. En France, c'est 8 Français sur 10 qui ne font pas confiance au parti. Voilà, je vais pas non plus donner trop de data, mais que ça soit à l'égard du gouvernement, que ça soit même à l'égard des corps intermédiaires comme les syndicats, on voit qu'il y a une très forte défiance. Pareil pour les médias. Donc on voit que vraiment il y a une crise de la confiance en France qui s'est installée depuis plusieurs années. Sur cette question des attentes, moi je trouve que c'est un sujet très important. Je me demande parfois effectivement ce qu'on pourrait faire plus, parce que on peut toujours faire plus, hein, c'est pas ce que je dis, mais on a quand même un des systèmes les plus redistributifs du monde. Et c'est vrai que parfois je me dis que finalement les Français sont jamais contents. Peut-être parce que c'est aussi un peu dans notre culture, ce qui fait aussi notre charme, mais plus sérieusement parce que aussi on a un système avec cette 5e République qui finalement on incite les Français à aller voter tous les 5 ans pour un président de la République. On a le sentiment que c'est cet homme-là ou cette femme-là qui va pendant 5 ans avoir tous les pouvoirs et pouvoir finalement changer notre quotidien. Et puis à la fin, on se rend compte que voilà, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Il y a eu des crises, comme tu dis, il n'y a pas que le politique, il y a l'économie, il y a la finance, il y a plein de choses qui régissent le cours du monde. Donc finalement, on place énormément d'attentes à l'égard d'une seule personne. On le voit bien là avec cette présidentielle, hein. Et peut-être trop, à mon sens. Quand on regarde chez nos voisins, je pense par exemple que des régimes parlementaires sont beaucoup plus sains, parce que tous les pouvoirs entre guillemets ne sont pas dans les mains d'un seul homme. Quand je dis tous les pouvoirs, hein, il y a la séparation des pouvoirs en France, toutes ces choses-là, oui, mais en tout cas tous les espoirs, si tu veux, tous les espoirs. Et c'est vrai qu'en France, on l'a bien vu avec le président Macron qui, à un moment, se qualifiait de jupitérien. On a le sentiment que tous nos soucis passent par une seule personne et que c'est cette personne qui va pouvoir améliorer notre quotidien. Et je crois que en l'état actuel, c'est quelque chose de tout à fait irréalisable. Donc c'est vrai que je me questionne assez régulièrement, moi personnellement, sur la viabilité de ce système, de cette présidentielle qui effectivement donne beaucoup de promesses. On le voit lors des campagnes, les candidats multiplient les promesses, les effets d'annonce.
mais en réalité, très franchement, quand tu regardes ce qui est fait, ils tiennent au maximum leur programme, mais tout ne peut pas être fait. Et tout cela, je pense, génère énormément de frustration chez les classes moyennes notamment et les classes populaires. Ouais, totalement. C'est parce qu'elle s'appelle Vlan, et je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, je pense que comme on est à quelques jours du scrutin, je dirais la présidentielle, en espérant qu'on aura de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, c'est-à-dire avant tout une forte participation. J'espère que vraiment beaucoup de citoyens vont se mobiliser. On verra aussi l'impact qu'a eu la guerre de Poutine en Ukraine, si elle va plutôt mobiliser ou au contraire les citoyens vont se dire qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle, donc ils n'iront pas forcément voter. Et puis en espérant effectivement même si ça paraît difficile, mais que ce qu'on a pu voir lors de ces dernières semaines dans les intentions de vote, notamment à l'égard des candidats populistes, ne se réalisera pas forcément, parce que quand tu regardes ces intentions de vote, peu importe l'institut, tu as Emmanuel Macron qui est assez loin devant, même si, comme tu le disais fort justement, son avance se réduit malgré tout de jour en jour. Et puis, ce qui suit, c'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. C'est-à-dire que l'alternative aujourd'hui à un président de gouvernement, on peut dire, l'alternative, c'est un leader radical, populiste. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète, parce que je me dis que si ça s'installe sur le temps long et que ça remplace le clivage gauche-droite, ben finalement, bientôt l'alternative, ça ne sera pas c'était un président de gauche, donc c'est la droite qui va passer. Comme ça s'est fait beaucoup sous la 5e. Là, ça sera plutôt, c'est un candidat de gouvernement, pour le coup, qui ne se veut ni de gauche ni de droite. Et l'alternative, ça sera un leader populiste. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Donc, j'espère, malgré tout, que les instituts de sondage, même s'ils font souvent un très bon travail, voilà, que cette marge d'erreur qui existe se concrétisera. Parfait. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.